Rabelais d'avril défie 30 fois Rabelais, c'est le 15. Et bien, comme on est pile au milieu, il faudrait faire un petit truc à part, à côté. Alors le truc à part, là vous savez, ces derniers jours, on était dans le Gargantua. Et à la fin du Gargantua, vous savez qu'il y a ce passage qui, a priori, est devenu consubstantiel à Rabelais, celui qu'on lui associe toujours, la construction de l'abbaye de Thélème. C'est-à-dire qu'en récompense des bons services du moine, Gargantua l'autorise à fabriquer une abbaye selon son principe. Et le principe du moine, c'est une devise « fais ce que voudras ». Alors évidemment, si on fait abstraction du texte et qu'on prend cette idée d'un lieu clos, défendu, mais un lieu en paix par le monde, qui soit un lieu du « fais ce que voudras », imaginez bien que l'utopie, elle vaut encore pour aujourd'hui. On en rêve toujours de notre Thélème. Et puis Thélème comme lieu d'étude, Thélème comme lieu d'intelligence, Thélème comme lieu de méditation, etc. Pourquoi pas? Sauf que quand on lit Thélème, eh bien, Rabelais se fait avoir par sa propre description. C'est-à-dire qu'à mesure qu'il décrit, il faut qu'il organise. Et donc il installe. Bon, lui, c'est quand même toute sa jeunesse, disons, de ses 13 ans jusqu'à ses 24-25 ans, la vie monastique. Ça veut dire les heures des prières, les heures des messes, les heures des repas, l'organisation, ce qui règle même la parole dans les réfectoires. Et tout cet ordre-là, cette séparation de l'abbaye et du monde, il veut reconstruire une abbaye qui ne soit pas coupée du monde, mais la description, elle va accumuler l'abbaye. Donc, combien il y a de couloirs, combien il y a d'étages, à quoi on passe les heures. Et puis, arrive encore un autre moment où, dans le fait ce que voudra, on avait... Ça, c'est formidable. Les garçons et les filles sont là ensemble. Ils sont là par libre choix, mais non pas parce que les familles les contraignent à être là dans cette vie d'enfermement. Eh bien, les garçons vont être d'un côté, les filles de l'autre, etc. Et Thélème devient une espèce de gigantesque congélateur. Il n'y a pas de récit plus triste dans l'œuvre de Rabelais que ce chapitre sur Thélème. Alors, à quel moment, et c'est ça les bizarreries, c'est-à-dire pourquoi et comment Thélème devient associé une espèce, justement, à ce patrimoine collectif, à cet inconscient collectif, à ce rêve collectif, alors que dans le livre, c'est exactement le contraire. Alors du coup, j'avais envie de parler de Thélème, c'est bien obligé, mais j'avais pas envie de lire Thélème. Allez-y voir, hein, c'est fastoche. À la place, qu'est-ce que j'ai envie de lire? Il y a un personnage qui est exactement le contraire, qui traverse l'œuvre de Rabelais plein de fois. C'est le poète François Villon. Villon, dans le premier Pantagruel, en 1532, eh bien, simplement, à un moment donné, on a ressuscité avec des onguents, je crois que c'est Carpalim, ou je ne sais plus lequel, Ponocrate, enfin en tout cas, non, pas Ponocrate, Carpalim. Le pauvre s'était fait couper la tête avec un espèce d'onguent magique, on lui ressoude la tête et il revient de chez les morts, et donc il va rendre compte à As Pantagruel de ce qu'il a vu chez les morts et de sa visite aux enfers. Et là, tout d'un coup, on se retrouve comme avec l'enfer de Dante, c'est-à-dire on trouve tout, à quel endroit sont les usuriers, à quel endroit sont les criminels, à quel endroit sont... Bon, et donc on a une espèce de monde à l'envers, mais c'est donc une espèce de compression de tous ceux qui sont fautifs par rapport au destin du monde. Et cette traversée de l'enfer, évidemment avec tous les rôles inversés, bon, c'est pas le poème qu'en fait Dante. Je ne sais pas comment Rabelais pouvait avoir conscience de ce texte, mais de toute façon, c'est une tradition aussi, le récit aux enfers. Bien toujours se souvenir que tous ces archétypes narratifs, Rabelais les connaît, les exploite, les utilise, chante sa version, tout simplement. Eh bien, à un moment, aux enfers, il y a quelqu'un qui, lui, oui, lié aux enfers. Ça veut dire que la littérature, on n'en fait pas ça de façon indemne. Villon, c'est un voleur. Et bien, qu'est-ce qu'il fait aux enfers? Il est marchand de moutarde. Et la moutarde, qu'est-ce que c'est important dans cette cuisine du XVIe siècle? De toute façon, il n'y a pas de réfrigérateur, etc. Bon, ça permet d'assainir aussi un petit peu tous les trucs. La moutarde, on en consomme énormément. Eh bien, Villon est celui qui se balade dans tous ces usuriers, ces criminels, pour vendre sa moutarde. Butler, saltimbanque. Mais tout d'un coup, la poésie est remplacée par la moutarde.
J'aurais pu vous le lire. Villon est en nombre très souvent. Mais comment ils le connaissent, ces gens-là? Je ne sais plus l'année précise, je crois que c'est 1536. C'est une période où Clément Marot, et c'est une période importante de l'histoire de France, vous savez, l'histoire de Pavie, bon, on connaît tous 1515, Marignan, etc., etc. Bon, François Ier se fait capturer par une espèce de bataillon, il est mis en captivité, il enverra ses deux fils. Et pendant cette période, la femme importante, c'est Marguerite de Navarre, sa sœur. La seule période où en France une femme exercera l'autorité politique principale. Et c'est elle, par exemple, qui donnera à Clément Marot les moyens d'éditer pour la première fois une Bible traduite en français, etc. Et c'est Marot qui, le premier, donc vers 1536, va permettre que François Villon devienne livre. Mais comment il se transporte jusque-là? Simplement parce qu'on le recopie à son propre usage. C'est-à-dire qu'avec Villon, on a exactement le contraire de la littérature monastique, c'est-à-dire aller dans un monastère. Vous savez, le truc, c'est le livre est, lui, unique, attaché par des chaînes, on ne peut pas le bouger, mais il a été recopié, et c'est ce qu'on appelle les exemplaires. Lisez les petits traités de Pascal Quignard là-dessus, fait que 3 ou 4 copistes peuvent recopier ensemble des fragments du livre, mais recopieront chaque fois ce qui a été copié directement de l'original. Notre mot exemplaire vient de là. Eh bien, dans le monde séculier, il y a ça aussi. C'est-à-dire que la poésie française va émerger parce qu'on s'en souvient, parce qu'on l'apprend, parce qu'on la recopie pour soi. Et Villon, quand il devient livre, on a la preuve pour Rabelais que ce sentiment de la langue, c'est-à-dire ce qui se joue par la seule langue, eh bien, ça vient déjà de la langue. Alors voici ce qui fait de Villon dans le quart-livre. Comment, à l'exemple de maître François Villon, le seigneur de Bachet loue ses gens. On y reviendra, ça, sur les chicanous, bien sûr, ça, on ne va pas le louper. Maître François Villon, sur ses vieux jours, sortira à Saint-Mexan, en Poitou. Comme par hasard, un lieu que connaît parfaitement bien Rabelais. Sous la faveur d'un homme de bien, abbé du dit lieu, là, pour donner passe-temps au peuple, entreprit faire jouer la passion en gestes et langage poitevin. Encore un autre mystère, c'est que la langue française, c'est celle prise à la région Touraine, celle qu'utilise Rabelais, mais Maillezais, Poitiers, Ligugé, et tout ce qu'il y a autour, c'est une langue à part, formée, qu'on étudie encore, qui s'appelle le poitevin. Et donc Villon écrit là, non pas en français, mais va faire donner ses farces de théâtre directement en poitevin. Ça, c'est toutes ces petites mécaniques, c'est ce qui nous importe aussi chez Rabelais, pour nous approprier, quoi, faire acte historiographique, non, pour comprendre notre rapport à la langue aujourd'hui, directement, pas plus, pas moins. Les rôles distribués, les joueurs recollés, le théâtre préparé, dit aux maires et échevins que le mystère pourrait être prêt à l'issue des foires de Niort. Restait seulement à trouver habillement apte au personnage. Le maire et échevin y donnèrent ordre. Il, pour un vieil plaisant habillé qui jouait Dieu le Père, requit frère Étienne Tapecou, secrétain des cordeliers du lieu, lui prêtait une chape et étole. Tapecou lui refusa, alléguant que par leurs statuts provinciaux étaient rigoureusement défendus, rien baillé ou prêté pour les jouants. Villon répliquait que le statut seulement concernait farces, momeries et jeux dissolus, et qu'ainsi il avait vu pratiquer à Bruxelles et ailleurs. Bizarre ce voyage à Bruxelles, tiens. Tapecou, nonobstant, lui dit péremptoirement qu'ailleurs se pourvut, si bon lui semblait, mais rien n'espéra de sa sacristie. Car rien n'en aurait sans faute. Villon fit aux joueurs le rapport en grande abomination, ajoutant que de Tapecou, Dieu ferait vengeance et punition exemplaire bientôt. C'est là que ça commence. Au samedi subséquent, Villon eut avertissement que Tapecou, sur la poutre du couvent, ainsi nommait-il une jument non encore saillie, était allé en quête à Saint-Liguerre et qu'il serait de retour sur les 2 heures après-midi. Ah donc,
fit la monstre de la diablerie parmi la ville et le marché. Ces diables étaient tout carapassonnés de peaux de loup, de veau, de bélier, passementés de têtes de mouton, de cornes de bœuf, de grands havets de cuisine, ceints de grosses courroies auxquelles pendaient grosses cymbales de vaches et sonnettes de mulets à bruit horrifique. Tenaient en main aucun bâton noir plein de fusées, autres portaient longs tisons allumés sur lesquels à chacun carrefour jetaient pleines poignées de paraffine en poudre dont sortaient feu et fumée terribles. Vous voyez comment tout d'un coup ce jeu de théâtre, alors on les connaît, les farces de Maître Patelin, etc., mais de décrire ce jeu et cette fabrication du théâtre de rue en plein XVIe siècle, ben, là encore, il n'y a que Rabelais qui nous le fait exister. Et vous avez vu comment ça existe, avec tous les appareils, tous les artifices. La prose, c'est le tour de force de dire la langue, elle est faite aussi pour ça, dire ces fusées qu'on allume et puis cette poudre de paraffine qu'on balance dessus pour faire ces nuages de fumée. Je continue. Les avoir ainsi conduits avec contentement du peuple et grand frayeur des petits-enfants, finalement les mena banqueter en une cassine hors la porte en laquelle est le chemin de Saint-Liguerre. Arrivant à la cassine de loin, il aperçut Tapecou qui retournait de quête et leur dit en vers macaronique: Iques de patria natus de gente bellistra, quid solet antico bribas portare bisaco. Par la mordienne, disent donc les diables, il n'a voulu prêter à Dieu le Père une pauvre chape, faisons-lui bien paour. C'est bien dit, répond Villon, cachons-nous jusqu'à ce qu'il passe, et chargez vos fusées et tisons. Tapecou, arrivé au lieu, tous sortirent au chemin au-devant de lui, en grand effroi, jetant feu de tous côtés sur lui et sa poutre, sonnant de leurs cymbales et hurlant au diable. Je transcris ce qui est écrit littéralement. Frère Étienne, ne faisons-nous pas bien les diables? La poutre, tout effrayée, se mit à trot, à paix, à bond, au galop, à roide, fressurade, double pédale et pétarade, tant qu'elle roiba Tapecou. Ses estrivières étaient de cordes. Du côté hors le montoir, son soulier senestre était si fort entortillé qu'il ne le put que tirer. Ainsi était traîné à écorche-cul par la poutre, toujours multipliant en roide contre lui et fourvoyante de paour par les baies et les haies, buissons et fossés, de mode qu'elle lui cobit toute la tête, si bien que la cervelle en tomba après la croix aux anières, puis les bras en pièces, l'un ça, l'autre là, les jambes de même, puis des boyaux fit un long carnage, en sorte que la poutre, au couvent arrivante, de lui ne portait que le pied droit et soulier entortillé. Villon, voyant advenu ce qu'il avait pour penser, dit à ses diables: « Ah, vous jouerez bien, messieurs les diables, vous jouerez bien, je vous assure. Oh, que je jouerai bien! Je dépite la diablerie de Saumur, de Douai, de Montmorillon, de Langeais, de Saint-Espin, d'Angers, voire, par Dieu, de Poitiers, avec leur parloir, en cas qu'il puisse être à vous parangonné. Oh, que vous jouerez bien !» Et dans cette liste, voir aussi que Rabelais, dans ces années de Ligugé, probablement toutes ces petites compagnies qui jouaient ces diableries, il les connaissait et que peut-être même on aurait un indice comme quoi ceux de Poitiers, il y avait une relation particulière. Y a-t-il participé? Mais tout d'un coup, c'est ça où moi je voulais juste ce passage contre ou à l'envers de Thélème. C'est-à-dire, nous, dans notre tête, quelque chose qui est terrible, c'est cette espèce de cruauté délibérée, c'est-à-dire, d'accord, c'est de la farce, n'empêche que l'étripage littéral de ce tape-cou sur son pauvre cheval, on nous le décrit jusqu'à... et des boyaux fit un long carnage, cette cruauté, je ne pense pas qu'elle puisse entrer dans nos têtes à nous. Mais qui l'exerce? L'écrivain, le poète. Et de quoi il se venge, le poète? Qu'on lui a refusé un habit sacerdotal pour aller jouer Dieu le Père, qui serait descendu régler l'ordre à la fin de la diablerie. Mais cette espèce de rôle, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il faut que ce soit
François Villon et pas n'importe quel autre qui viennent exercer ce carnage. Et puis vous avez vu cette image à la fin, le cheval qui revient, arrive et qui ne porte plus à l'étrier qu'un pied entortillé avec encore le soulier. Rappelez-vous de la fin du chef-d'œuvre connu de Balzac, cette toile toute brouillée où juste apparaît, mais là avec une sensation de présence incroyable, un pied nu. Voilà, ça c'est le genre de petit mystère en passant de Rabelais. Alors au lieu de TM, nous on peut peut-être réfléchir à ça. Rabelais, un écrivain, ça ne le concerne pas. Il ne sait pas encore ce que c'est. Le mot ne sera inventé qu'au XVIIe siècle. Par contre, ce qui se passe dans la langue, il faut que ça advienne par quelqu'un. François Villon, c'est ce qui s'est passé. En même temps, quelle réputation il traîne. Et puis c'est pas encore livre, mais on dispose ces textes. Quelque chose chante, quelque chose s'accomplit dans la langue. Et bien tout d'un coup, ce personnage réel devient personnage dans le récit de Rabelais. Ce personnage fait advenir du théâtre, fait advenir l'autorisation de décrire le théâtre. Et puis ensuite, ce théâtre, on l'exerce dans son lieu, là où normalement on fait la diablerie, mais ensuite on va l'exercer sur la grande route. Sur la grande route avec un pauvre spectateur qui lui est pas du tout prévenu, et simplement qui va en mourir. Je vous laisse avec ça. Mais en tout cas, je pense que si on associe Villon d'un côté, Télème de l'autre, bah peut-être qu'on sera plus fort. Peut-être pas pour comprendre Villon, comprendre l'importance de ce que découvre Rabelais sur ou pour lui-même par rapport à la légende de Villon. Mais en tout cas, ça nous aide à comprendre cette utopie morte de Télème et que la seule possibilité pour l'utopie morte de devenir vivante, bah c'est ça, c'est la poésie, c'est Villon, quitte à ce qu'il en crève, le Villon, en faisant crever les autres. Eh ben savez-vous quoi? Après le 15, ce sera le 16, on lâche Gargantua et on entre dans le tiers-livre. Il y a un mec à la toute fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, qui avait appelé son site internet, dans les temps préhistoriques de l'internet, le tiers-livre. Il avait appelé ça tiers-livre.net. On s'en souvient plus de ce type, c'est pas bien grave. Mais quand même, ça prouve qu'il y a quelque chose là. Réfléchissez à ça. Bonne chance.